bienvenue chez vous. Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine à l'information L'Essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h, mais également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. On a l'habitude de dire que le Sénégal est un pays de dialogue, mais pourvu que ce dialogue soit la convergence des bonnes idées et des bonnes propositions pour l'intérêt supérieur de la nation. Effectivement, alors ce soir, nous sommes avec Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Bonsoir à vous, M. Cissé. Bonsoir, Nana Aïcha. Un plaisir. Bonsoir aux Sénégalais également qui nous regardent. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors également, nous sommes avec Serine Saliou Gueye, consultant maison. Bonsoir à vous. Bonsoir Nana Aïcha, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Alors Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, nous reparlons encore du dialogue politique. La 56e session de la commission politique du dialogue national a eu lieu hier. Le cumul des fonctions de chef de parti et chef d'État divise les participants. Division entre le pôle de la majorité, les non-alignés, mais également la société civile. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette division? D'abord, vous me permettrez de saluer mes amis, Mbou et Saliou Gueye, que j'ai trouvé ici, vous-même, et les Sénégalaises et Sénégalais qui nous suivent à travers la Sen TV. Je pense que pour la question relative au cumul de fonctions président de la République, président de parti ou chef de parti, on n'a pas avancé sur cette question. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous le constatons, parce qu'on a l'impression que les acteurs politiques ont des positions conjoncturelles, de circonstances. Quand ils sont au pouvoir, ils ont des convictions différentes de celles qu'ils ont en général quand ils sont de l'opposition, et vice-versa. Aujourd'hui, ceux qui refusent de réformer par rapport à cette question étaient, il y a quelques années, dans l'autre camp, dans l'opposition. Et ils demandaient à ce que, on réforme sur la question de sorte à dissocier les fonctions de président de la République et de chef de parti. Et c'est malheureux de le constater. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça crée trois problèmes. Le fait de confondre le chef de l'État parfois avec un chef de parti. Le président de la République, en prêtant serment, devient de fait un juge au-dessus de tout le monde. Il a la totalité du pouvoir exécutif. Maintenant, quand il prend des actes, ses adversaires politiques peuvent avoir tendance à le confondre à un chef de parti, à un acteur politique, et peuvent être amenés à le critiquer dans ce sens. Et quand tu le lis à l'article 80 et l'article 734 du Code de procédure pénale, vous voyez que beaucoup d'acteurs politiques ont été en prison du fait de ce délit, soi-disant offense au chef de l'État. Mais là, le président de la République, en prenant certains actes critiqués par ses adversaires politiques, mais on confond l'acteur politique qu'il est en prenant l'acte et la fonction présidentielle. C'est pourquoi lui-même, il a été toujours pour ça, pour que dès qu'on devienne président de la République, qu'on cesse d'être chef de parti. Aujourd'hui, donc, nous sommes étonnés que la majorité refuse une réforme dans ce sens. Et l'opposition, qui était là, pouvait aussi modifier les textes quand elle était au pouvoir. C'est pour dire qu'on a l'impression que les acteurs politiques jouent avec les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas renier ses croyances d'hier, parce qu'on a changé de posture. Et donc, c'est au regret de le constater, aujourd'hui, cette question fait l'objet d'un blocus au niveau du dialogue politique, et donc on l'a versé dans le panier des désaccords.
Alors, Serigne Saliou, apparemment, c'est un débat soixantenaire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en 2020 et nous allons très bientôt commémorer les 60 ans de notre indépendance. Et depuis lors, ce sont les mêmes débats sur la scène politique qui reviennent. Et je pense que, et je crois bien que la charte de gouvernance démocratique avait déjà, en tout cas, donné un point de vue majeur sur le statut de chef de l'État et chef de parti en même temps, de même que la Commission nationale de réforme des institutions. Alors, que se passe-t-il exactement? Bon, Ablaye, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que nous, nos hommes politiques, ne sont pas du tout de mauvaise foi. Parce que chaque fois qu'ils sont dans l'opposition, le discours, comme Moundiaï l'a dit tout à l'heure, change une fois qu'ils sont au pouvoir. Il faut se rappeler que depuis 1960, depuis la Constitution de 1963, à l'article 32, il était bel et bien dit quand même que la fonction du chef de l'État, du président de la République, n'était pas du tout compatible avec une autre charge, soit privée, même publique et même élective. Donc, sous-entendu bien sûr le chef de parti, parce que le chef de parti était élu au sein même de ces instances. Mais cela n'a jamais été de rigueur, bien sûr, au niveau de son applicabilité. On a vu que Senghor a eu des super pouvoirs. Il a régné quand même en maître presque pendant une vingtaine d'années. Il a été relayé au pouvoir par le président Abdou Diouf. Lui aussi, une fois arrivé au pouvoir, je crois, a usé de ce même règlement. Mais il faut se dire que même le président Abdou Diouf, à partir de 1996, il a commencé un peu à délaisser, en tout cas, une partie de ses prérogatives à feu Ousmane Tanor Dieng. À l'époque, Ousmane Tanor Dieng devenait le secrétaire général du parti et lui, il était le président du parti. Mais dans le management, on voyait bel et bien que Ousmane Tanor Dieng, quand même, c'était lui qui dirigeait le Parti socialiste. Il y a eu aussi une séquence pendant laquelle il y a eu la main de Jean Collin au sein même du PS. Mais ce que les gens souvent craignent, c'est que quand vous déléguez des pouvoirs à quelqu'un d'autre dans le parti, finalement, on a l'impression qu'il y a une sorte de coup d'État que les politiques, que les gens peuvent même opérer à votre endroit. Et souvent, c'est la crainte même de ceux-là qui, une fois arrivés au pouvoir, rechignent à respecter leurs promesses d'antan. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire être chef de parti et en même temps être président de la République. Moi, je crois que même si aujourd'hui on parvient à adopter cela, ce qui veut dire que peut-être ce sera déjuré tout simplement, mais de facto, le président, il sera toujours le chef de son parti. Et pourquoi aussi très souvent, ceux-là qui, une fois arrivés au pouvoir, ne veulent pas du tout lâcher, en tout cas, la direction du parti, c'est parce que aussi, souvent, les partis sont des propriétés privées, personnelles. Parce qu'on a l'impression que, peut-être avec le Parti socialiste, là, c'est une longue histoire. Mais si je prends le cas achevé du président Wade, le président Wade, lui, le Parti démocratique sénégalais, c'est lui qui a investi tout son argent là-dedans. Finalement, on avait l'impression que ça appartient à une famille. Et aujourd'hui, si vous voyez comment aujourd'hui le PDS est en train de glisser dans les mains de Karim Wade, vous savez bel et bien que donc le Parti démocratique sénégalais est un bien personnel. Et on assiste au même cas de figure aujourd'hui avec le président Macky Sall. C'est vrai qu'il a, à l'initiative, il y a eu quelques cofondateurs, mais en réalité, le parti appartient au président Macky Sall, parce que c'est lui qui essentiellement a mis son argent, en tout cas, qui a démarché tous ses moyens financiers pour créer l'Alliance pour la République. Et c'est ça qui fait que, très souvent, quand vous disposez de votre parti, bon, vous régnez en maître. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, jusqu'à présent, au sein même de l'APR, je prends le cas de l'APR, au sein de l'APR, il n'y a pas eu de structuration parce que le chef du parti à lui-même se suffit. Il peut se substituer à l'ensemble des textes qui devaient faire fonctionner le parti. Mais si, par exemple, c'était un parti où, essentiellement, démocratiquement, qui était créé par une multiplicité de personnalités, peut-être on n'assisterait pas aujourd'hui à ces cas de figure où il y a une sorte de patrimonialisation du parti au profit d'une seule personne. Mais tel que ça marche au sein de nos formations politiques, où le chef de parti, c'est lui qui essentiellement met ses billes à l'intérieur, et c'est lui aussi qui, à l'occasion d'investiture, c'est lui qui investit ses maires, c'est lui qui investit encore ses députés. Donc vous voyez comment ça torpille un tout petit peu la démocratie. Et les répercussions, on les sent jusqu'au niveau même de l'Assemblée nationale. Parce que très souvent, on entend des députés dire que moi, je suis un député du président, parce que c'est le président qui a pris l'initiative de le mettre sur une liste, alors qu'il n'a aucune représentativité, peut-être populaire au sein même de sa localité. C'est la raison pour laquelle je crois que nous, nos hommes politiques, quand même, doivent apprendre à tenir leurs promesses, doivent apprendre aussi vraiment à être esclaves de leurs paroles. Mais on ne peut pas avoir une posture X dans l'opposition et une fois arrivé au pouvoir, on a une posture Y. Et la même chose qui s'est produite avec aujourd'hui la confusion entre chef de parti et président et chef de l'État, c'est la même confusion aussi qu'on remarque au niveau aussi du bulletin unique. Parce que pour le bulletin unique, le président Macky Sall, il en avait parlé. Une fois arrivé au pouvoir, vous voyez aujourd'hui que les gens aussi vraiment rechignent à respecter leurs promesses. Les gens du PDS
PDS qui aujourd'hui demandent à ce qu'on instaure le bulletin unique, vous les voyez qu'une fois aussi étant au pouvoir, ils avaient refusé l'instauration du bulletin unique. On change de décision par rapport à notre position. Alors aujourd'hui, est-ce que l'histoire ne donne pas raison à ceux-là qui ont toujours cru que ce dialogue politique n'était que jeu de dupes? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a ce blocage, s'il y a absence de consensus, c'est le président de la République qui va trancher le débat. Est-ce qu'on voit aujourd'hui le président de la République se départir de sa casquette de... Non, je ne pense pas que... Même avant de commencer, Mouniaï devra bien dialoguer avec le micro pour trouver un consensus. Avec le micro. Voilà. Voilà, je crois que maintenant je suis en consensus avec le micro. Moi, je pense que ceux qui disaient que le dialogue politique est un jeu de dupes ne peuvent pas avoir raison. Parce que quoi qu'on dise, le dialogue politique commence à produire des résultats. D'abord, la question de l'audit du fichier. Je crois que ça a été une problématique posée par l'opposition. Aujourd'hui, qu'il y ait un consensus autour de la nécessité de faire l'audit du fichier, je crois que c'est une avancée. On a eu à auditer le fichier avant les élections, mais sans l'opposition. Ce processus-là n'était pas inclusif. Aujourd'hui, on va vers un audit du fichier sur 90 jours avec des termes de référence élaborés de façon consensuelle, inclusive, avec l'opposition, la non-alignée, la société civile. Ça, c'est vraiment... c'était pas le cas il y a 2 ans quand on faisait l'audit du fichier. Et donc, il y a l'évaluation du processus électoral qui est également dans le panier des accords. On va procéder en même temps que l'audit du fichier sera lancé, on va procéder à l'évaluation du processus électoral depuis 2016, c'est-à-dire après le référendum, avant le référendum. On va voir toutes les opérations électorales allant de l'inscription sur les listes au vote, en passant par la carte électorale, c'est-à-dire comment on distribue les bureaux de vote au niveau pays, comment on confectionne les cartes, comment on distribue également les cartes d'électeurs. Je crois que si aujourd'hui on est arrivé à un consensus autour de ça et à un consensus autour de la désignation d'un cabinet choisi d'accord parti par les parties prenantes, je crois que déjà c'est un pas franchi pour le dialogue politique. L'autre aspect, c'est que c'est toujours bien dans un pays démocratique que les gens dialoguent. Dialogue entre eux, entre gentlemen. Parce que là où il n'y a pas de dialogue, parfois c'est le dialogue des armes. Et dialoguer et trouver des consensus. Parce que mais bien sûr, il y a des consensus, mais dans un dialogue, tout ne peut pas être consensus. Tout ne peut pas être, tous les points ne peuvent pas faire forcément l'objet de consensus. Alors, pour la question du cumul des fonctions, je pense que le fait de le poser, c'est une chose. Parce que aujourd'hui, la seule difficulté est du côté de la majorité. Je crois qu'il y a aussi d'autres moyens de pression pour qu'au niveau de la majorité, qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Et je dis que ça n'empêche pas non plus que notre démocratie avance. Mais on peut dire, on a déjà 2 consensus intéressants avec l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Et les autres points, je vais y revenir. Donc, on ne peut pas dire que c'est un jeu de dupes. Parce que qui se trouve au niveau du dialogue. Mais toutes les parties prenantes, à part le PDS, quand vous prenez l'opposition, toute l'opposition, même dite significative, radicale, elle est au niveau du dialogue. Idrissa Seck est au niveau du dialogue, représenté par Déthié Fall, qui coordonne l'opposition au niveau du dialogue politique. Sonko est au niveau du dialogue politique. Ouais, maintenant, ils peuvent être dans le dialogue politique sans être dans le dialogue national. Il faut qu'on ne fasse pas de confusion par rapport à cette chose-là. Mais au niveau du dialogue politique, on ne peut pas dire que donc on n'avance pas. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est de sensibiliser davantage le président Macky Sall sur cette question. Parce que la proposition faite par l'opposition, les non-alignés et la société civile sur cette question ne concerne même pas le mandat en cours. Parce qu'est-ce qu'on a dit? Le mandat, il est en cours. Il est difficile de demander au chef de l'État, en cours de mandat, de faire la réforme et de l'appliquer. On a demandé, pendant les discussions, que la réforme concerne le mandat prochain du prochain président qui va venir diriger le Sénégal. Et de ce point de vue, nous pensons qu'en continuant de donner des arguments béton sur cette question, on parviendrait à faire revenir la majorité, qui est la seule aujourd'hui composante du dialogue qui refuse cette réforme. Mais je pense qu'en continuant d'insister, et puis le président de la République peut arbitrer en faveur de cette mesure, parce que cette mesure ne va pas le concerner lui directement, parce que ça ne concerne pas son mandat. Et l'avantage, c'est quoi? C'est le protéger lui-même. Nous pensons qu'un président de la République ne doit pas être partisan. Un président de la République doit être au-dessus de la mêlée. Nous pensons qu'un président de la République doit avoir assez de charges de travail pour
les questions étatiques qu'à s'occuper de son parti. Il peut. Et puis il est clair que le président, même n'étant pas président de son parti, peut avoir des contacts avec son parti à travers d'autres canaux. Mais au moins, cela permet que quand vous parlez de l'arbitrage du chef de l'État, aujourd'hui le président l'a pris en arbitrant sur les points objets de désaccord, pourrait être interprété comme quelqu'un de partisan. Alors, nous devons légiférer pour l'avenir, pas pour aujourd'hui. Légiférer également en tenant compte des intérêts supérieurs de la nation, en oubliant nos contingences partisanes. Et c'est ce à quoi nous invitons la majorité sur cette question, parce que demain, les positions peuvent changer. La preuve, l'arrêté Ousmane Ngom, ceux qui le combattent aujourd'hui, ce sont eux qui l'ont institué. Donc, quand les hommes politiques sont dans des postures d'opposants ou dans des postures de pouvoir, ils doivent penser que ces postures ne sont pas éternelles et ces postures peuvent changer. La preuve, l'arrêté Ousmane Ngom est une preuve. Aujourd'hui, l'opposition est en train de combattre l'arrêté Ousmane Ngom. L'opposition qui était au niveau du pouvoir. Le président Macky Sall était parmi ceux qui combattaient l'arrêté Ousmane Ngom. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il fait comme s'il n'a jamais combattu l'arrêté Ousmane Ngom. Le PDS, à travers le président Wade, c'est le PDS qui a incité l'arrêté Ousmane Ngom. Aujourd'hui, de façon générale, en tant qu'opposition, ils veulent qu'on revienne sur l'arrêté Ousmane Ngom. C'est pourquoi je dis qu'on doit mettre en avant les intérêts du Sénégal et mettre de côté parfois nos intérêts partisans. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons arriver à une démocratie exemplaire, à une démocratie citée un peu partout dans le monde. Alors, quoi qu'on puisse dire, Serigne Saliou, donc ce dialogue est quand même bien parti, contrairement à ce que, en tout cas, présageaient certaines personnes, certains groupements, certaines formations, certaines coalitions, que ce dialogue, par rapport aux propositions qui y sont faites, et par l'opposition, et par la société civile, et par les non-alignés, et par la majorité, et quand même, on peut espérer justement que ce dialogue puisse aboutir justement à des consensus assez forts. Ablaye, moi, je crois que j'ai été toujours constant dans ma position par rapport à ce dialogue. Et je crois que moi, je suis l'un, en tout cas, des observateurs qui toujours a soutenu que ce dialogue-là était une imposture imposée par le président Macky Sall pour tromper encore son opposition et peut-être une partie de la société civile. Je m'explique. Parce que j'avais dit que je ne voyais pas la nécessité pour le président de la République, au lendemain de son élection, immédiatement d'appeler à un dialogue politique. Parce que moi, je crois qu'il l'a fait en aval, alors qu'il devait faire ça en amont. Parce que quand, en 2016, les gens avaient besoin d'un dialogue, d'un cadre approprié pour discuter de questions électorales, le président avait refusé. Regardez ce qui s'est passé avec le parrainage. Le président a imposé le parrainage. Regardez ce qui est arrivé avec l'augmentation des députés, surtout ceux de la diaspora. Finalement, quand il y a eu en tout cas une divergence sur cette question-là, le président a tranché la question, bien sûr, en donnant raison à son parti. Et à l'époque, ça avait même rendu amer les gens de l'opposition au point que je vois qu'ils avaient même boudé par la suite les travaux. Donc, je crois que partant de cela, je ne voyais pas, en tout cas pour le président Macky Sall, qui dit qu'il a été très bien élu, 58% en un seul tour. Je ne vois pas la nécessité quand même d'appeler à un dialogue politique. Parce que généralement, quand on parle de dialogue, c'est parce qu'il y a une panne quelque part de la démocratie. Or, je crois qu'on n'est pas, en tout cas dans ce cas de figure-là. Au moment opportun où il fallait nécessairement instaurer ce dialogue, le président a complètement refusé cela. Et moi, j'avais dit ici que, souffrant peut-être d'un déficit de légitimité populaire par rapport même à son élection, parce que le président, il faut se dire aussi que sur les 6 millions qui ont été, en tout cas, d'électeurs contre le Sénégal, il n'y a pas eu 2 millions qui ont élu le président de la République. Et je dis qu'il fallait nécessairement combler cela et aussi étouffer toute velléité de mécontentement, parce que la stratégie d'Abdoulaye Wade, c'est cette même stratégie que le président Macky Sall aujourd'hui est en train d'adopter. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, à l'époque, quand le président Abdoulaye Wade voulait tout simplement, en tout cas, chauffer en tout cas les rues de la capitale, il fallait nécessairement appeler à un dialogue, le temps tout simplement de décrisper la situation, et on repartait encore sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, c'est la même tactique que le président Macky Sall est en train d'adopter. Moi, concernant Moundiaye, la question concernant le cumul des fonctions chef d'État et chef de parti, il faut se dire que
la problématique que vous posez aujourd'hui, c'était déjà posé par Amadou Mahtar Mbow au niveau de la CNRI. Si vous regardez l'article 63, Amadou Mahtar Mbow avait bel et bien dit que ça, il fallait nécessairement dissocier les deux, mais dans les dispositions transitoires, 153, alinéa 1, il était bel et bien dit que le premier mandat du président de la République n'était pas du tout concerné. Donc, ce que vous posez aujourd'hui comme revendication, on avait déjà posé ça au niveau de la CNRI. Et il faut se dire aussi, ça a été déjà fait, acté au niveau même des assises nationales. Et le président était bel et bien signataire des assises nationales. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si le président réellement avait la volonté politique de respecter cette disposition-là, je crois que cette disposition-là ne devait même pas faire partie des points qu'on devait discuter au niveau même du dialogue national. Et moi, je crois, à mon humble avis, que c'est une question qui ne peut pas être traitée au niveau même du dialogue national. C'est-à-dire ça, c'est au niveau même des partis, c'est-à-dire des fonctionnements de partis. Dans les textes des partis, si on avait bel et bien dit que celui, en tout cas le chef de parti, une fois arrivé au pouvoir, démissionne forcément de son poste en tout cas de chef de parti, ça veut dire que donc on aurait acté ça au niveau même des partis politiques. Et pourquoi ça ne s'est pas fait au sein des partis politiques? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand le parti vous appartient, ça veut dire que vous y mettez des dispositions telles que tout, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de pouvoirs qui fait de vous un super souverain. Et je crois que c'est ça à quoi aujourd'hui on assiste avec le président Macky Sall. Donc pour moi, ce n'est pas le dialogue politique qui va régler ce problème-là. Parce que c'est un dialogue de sourds. Et vous savez bel et bien que toutes les positions que la majorité défend au niveau du dialogue politique, il faut se dire que bien avant, ils en ont discuté avec le président de la République. Au point que dès l'instant qu'il y a eu blocage, on s'en réfère maintenant à l'arbitrage du président, ce qui est sûr et certain. Est-ce qu'aujourd'hui l'arbitrage du président ne va pas être autre? Parce que vous l'avez dit, cette question a été débattue, a été dans les recommandations des assises nationales, mais on le sait, le président de la République est en son dernier mandat. Alors est-ce que ça ne va pas pousser à changer? C'est là que le bas blesse. C'est pourquoi j'ai dit que c'est là que le bas blesse. Parce qu'au moment où il y a une incertitude sur le troisième mandat du président de la République, parce que le président ne s'est pas encore clairement prononcé sur la question. Est-ce que le président a besoin de se prononcer clairement sur cette question alors que la loi est très claire? Mais non, attention, lui-même il a dit que si je dis cela, demain mon parti va se déstabiliser. Si je dis encore autre chose, voilà ce qui va arriver. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une position floue. Ça, je crois qu'aussi, il ne faut pas que les gens soient naïfs sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a une incertitude totale, c'est-à-dire une totale nébulosité sur la question même du troisième mandat. Et moi, je l'ai dit dans un papier, j'ai dit que dès le président acte en disant qu'aujourd'hui, on va dissocier les statuts du chef de parti et du chef, en tout cas de président de la République. En ce moment-là, le président va trahir un secret, c'est-à-dire sur sa position par rapport au troisième mandat. Et puisque aujourd'hui, le président est très prudent par rapport à cette question, il ne va jamais trancher en faveur de ceux-là qui revendiquent pour qu'on fasse la dissociation entre le statut du chef du chef de parti et le statut du président de la République. S'il le fait, ça veut dire que déjà, il aura trahi une position par rapport même à sa position sur la problématique du troisième mandat. Et je crois que ça, le président Macky Sall ne va pas du tout le faire. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis Moundiaye, en tout cas de ce que je vois déjà, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Sur cette question-là, le président restera inflexible parce qu'il a eu tant d'occasions pour pouvoir le faire. D'abord avec les assises nationales, avec la CNRI, le président ne l'a pas fait. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi le président va le faire. D'autant plus que la question du troisième mandat reste encore floue. En tout cas, Moundiaye, sur cette question, les 3D, ce sera déçu, défait et déçu. Absolument, parce que moi je dis que la démocratie, c'est une série de conquêtes. Elle est un processus itératif et dynamique. C'est pas parce que on n'est pas arrivé à faire passer ça au niveau des assises que ça ne va pas passer au niveau du dialogue politique. Je pense que ce que Diouf refusait à Wade en 1974, disons Senghor, et que Diouf refusait à Wade aussi après 81, mais Diouf a fini par accepter et à faire des concessions. C'est à travers, mais je vous donne des exemples. C'est à travers le dialogue qu'on est arrivé à un code consensuel en 92. Maître Wade a toujours voulu qu'il y ait des isoloirs au niveau des bureaux de vote, de l'encre indélébile, etc., etc., et un organe indépendant pour superviser les élections. On lui a refusé combien de fois? Mais en 92, le président Diouf a fait des concessions
qui lui ont permis d'avoir un code consensuel. C'est ce code consensuel-là qui est aujourd'hui la quintessence de notre système électoral. Donc c'est dire que c'est pas parce que il n'y avait pas de consensus sur cette question, il n'y avait pas une évolution sur un point, on doit laisser tomber. Je pense que c'est de bonne guerre que quand un acteur politique, un président de la République refuse une proposition aujourd'hui, que 2 ans, 3 ans, qu'il puisse évoluer dans sa position. Là, vous êtes dans la comparaison. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui va faire changer d'avis le président de la République? Mais je ne dis pas qu'il va changer d'avis. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il peut changer d'avis. Mais combien de fois un président a changé d'avis alors qu'il était catégorique sur une question? Ce n'est pas parce que hier il était contre qu'aujourd'hui il doit continuer d'être contre. C'est l'exemple que je donne pour dire qu'en démocratie aussi, il ne faut pas se décourager. Toutes les conquêtes démocratiques se sont faites dans le temps et dans l'espace. Donc on se dit aujourd'hui que déjà le fait d'avancer, de le poser encore sur la table, ça peut permettre de faire évoluer la chose. Mais même si ça n'évolue pas, la question du cumul de fonctions président, chef de parti, on pourrait légiférer sur cette question en faisant établir des barrières entre le chef de l'État sur certaines questions. Par exemple, interdire les réunions publiques, les réunions de son parti au Palais de la République, par exemple. Interdire l'utilisation des moyens de l'État au profit de son parti. En attendant, je veux dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la porte n'est pas encore fermée. Peut-être qu'il y a des résistances sur cette question, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. On va continuer de se battre pour que cette proposition soit effective. Ensuite, il y a d'autres formes de médiation qui peuvent se faire, quitte à même rencontrer le président de la République lui-même pour le sensibiliser sur la question. C'est pour dire que notre rôle, nous, c'est de voir des propositions de réforme que nous jugeons utiles pour notre pays et de les poser sur la table. Maintenant, libre au chef de l'État d'accepter ou de ne pas accepter. S'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, nous usons des moyens légaux de pression pour lui faire accepter ces propositions-là. Et nous osons espérer qu'avant la fin du dialogue, ou même après le dialogue, en le rencontrant, on pourra revenir sur la question. Parce que même pour les précédentes consultations, je dis, quand on a institué des réformes, on a fait des propositions de réforme, c'est le jour J, quand, par exemple, la loi sur le parrainage, il n'était pas prévu dans les propositions de réforme, eh bien, la présence des candidats au moment de la vérification des candidatures, c'est pendant qu'on remettait le rapport qu'on a pu décrocher ça du chef de l'État, nous, société civile. C'est pour dire que même s'il y a blocage au niveau de sa majorité, il y a toujours des moyens de passer par d'autres voies pour faire revenir le président sur sa décision ou sa majorité sur certaines questions. Mais déjà, le fait de dialoguer, contrairement à ce que dit Saliou, pour moi c'est une bonne chose. Il y a dialogue politique, il y a dialogue national. Moi je suis de ceux qui pensent que l'opposition même n'avait pas sa place dans le dialogue national parce que le dialogue national porte sur les politiques publiques et donc c'est les partenaires sociaux qui devraient être là. Mais pour le dialogue politique, même si le président Macky Sall n'avait pas appelé au dialogue politique, il est de coutume et de tradition dans notre pays qu'à l'issue de chaque élection, qu'on mette en place un comité de concertation pour faire l'évaluation du processus électoral en vue de faire des propositions de réforme. Tous les présidents qui sont passés par ici l'ont fait. Et à l'issue de chaque élection, que ce soit l'élection présidentielle de 2012, les élections législatives, l'élection locale, il y a toujours eu, après ces élections, des cadres de concertation avec toutes les parties prenantes parce qu'à l'issue de chaque élection, on revoit le code électoral pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc le dialogue politique n'est pas forcément allié au dialogue national. Le dialogue, on l'a appelé aujourd'hui dialogue politique, mais on l'appelait concertation sur le processus électoral. Et après le président Macky Sall, ces concertations auront lieu. Pourquoi? Pourquoi les Sonko et autres sont allés au niveau du dialogue politique? Ils ont intérêt parce qu'on discute des règles du jeu électoral. Quand on discute des règles du jeu électoral et qu'on se sent concerné par ces règles du jeu électoral, on doit être présent
au moment de leur définition. On ne doit pas faire la politique de la chaise vide. À mon avis, donc, ça a été stratégique pour l'opposition, que ce soit, en tout cas, l'opposition qui a participé aux élections, de participer à ce dialogue politique où on définit les règles du jeu électoral. Sinon, tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Donc, moi, je suis d'accord que l'opposition ait participé à ce dialogue politique. Sinon, ce serait une grave erreur parce qu'on aurait légiféré à leur place. On aurait fait des propositions de réforme sans eux. Donc, moi, je me dis, maintenant, un dialogue, c'est un dialogue. On aboutit à des accords, on les garde, on les consolide, on continue de se battre. Je dis, le combat continue. On a eu, ce qui est intéressant pour moi, les accords qu'on a eus sur l'audit et l'évaluation du processus électoral. Quand on parle d'évaluation du processus électoral, déjà, c'est un tout. Ça concerne toutes les opérations électorales. Mais faire une évaluation de ce processus-là en présence de l'opposition, si le dialogue politique se limitait à cela, déjà, c'est un pas franchi, c'est un succès. D'accord. Oui, allez-y. D'une autre part aussi, il faut qu'on en parle parce que y en a qui pensent que ça serait objet peut-être de débat au sein du dialogue politique. C'est par rapport au statut de la mairie de Dakar. Bien sûr. Permettez-moi vraiment de revenir un peu sur ce que Moundiaye disait à propos des avancées qu'on a eues chaque fois qu'il y a eu un changement de chef d'État. Mais ce qu'il faut voir, Moundiaye, c'est que en réalité, avec le président Macky Sall, vraiment, nous, notre démocratie a reculé. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles on avait trouvé des consensus forts. Et une fois arrivé au pouvoir, le président a mis complètement ça de côté. Je prends par exemple le cas de celui qui doit diriger l'organe des élections. Avec le général Niang, qui à l'époque dirigeait même l'ONEL. Mais vous avez vu quels sont les résultats probants. Il y a eu par la suite aussi Cheikh Gueye, qui a dirigé bien sûr avec brio aussi l'organe qui dirige les élections. Mais une fois arrivé au pouvoir, le président n'a pas senti la nécessité de continuer dans la même direction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le ministre de l'Intérieur qui a été le maître du jeu électoral. Donc vous voyez que si ça... vous permettez, Saliou, ouais. Je suis en phase avec vous. Je reconnais que le président Macky Sall n'a pas répondu aux attentes des Sénégalais par rapport aux questions de gouvernance. Pour autant, est-ce que les Sénégalais doivent rester les bras croisés? C'est pourquoi je dis, je suis d'accord avec vous. Parce que tous les présidents qui ont été à la tête de ce pays ont eu à permettre des acquis démocratiques notoires. De Wade à Diouf, en passant par Senghor. Senghor a créé le multipartisme, Abdou Diouf l'a élargi, avec donc le code conscientiel, Wade est venu, il a créé la Sénat, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas pointer du doigt une réalisation du président Macky Sall sur la gouvernance démocratique. Est-ce que cela veut dire maintenant, il ne l'a pas fait, on doit continuer à célébrer? Je dis non, je dis, on doit continuer à le pousser, à faire des réalisations, parce que aujourd'hui, on peut parler d'un bilan matériel du président Macky Sall. Il a réalisé telle autoroute, il a réalisé telle infrastructure, etc. Mais aujourd'hui, le bilan immatériel du président Macky Sall est très négatif. On n'a aucun résultat du point de vue démocratique, comme Wade nous a légué la Sénat, comme Diouf nous avait légué l'ONEL, comme Diouf nous avait légué un ministre de l'Intérieur non partisan. Mais ça ne veut pas dire que le président Macky Sall n'a pas réalisé encore fait des réalisations démocratiques qu'on doit rester les bras croisés. C'est pourquoi je dis, je suis en phase avec vous. Mais pour autant, on doit continuer de se battre parce que ce pays n'appartient pas au président Macky Sall. Ce pays nous appartient, donc nous devons tous ensemble continuer à faire la pression qu'il faut sur le président Macky Sall pour que des acquis démocratiques soient enregistrés sous son règne. Voilà, donc je souhaite que ça ne soit pas le combat de Don Quichotte qui se battait avec tout simplement des... Oui, bien sûr. Voilà, donc pour embrayer sur la question du statut de la ville de Dakar. Bon, le problème a été soulevé par Mme Aminata Mbengue Ndiaye lors de la session d'ouverture du HCT, du Haut Conseil des collectivités territoriales. Bon, on en a discuté, mais il faut dire que l'idée a été agitée depuis le 10 novembre par le docteur Cheikh Diallo au cours d'une émission au niveau, je crois, de la RFM. À quel titre? Oui, non, c'est-à-dire en tant qu'invité... Citoyen sénégalais, citoyen dakarois qui a eu à faire la proposition. Non, pourquoi je le dis? Parce que Cheikh Diallo a été le premier à parler de parrainage et on a vu 15 mois après, le président Macky Sall a appliqué le parrainage. Il a parlé
dans les mêmes termes que Aminata Mbengue Ndiaye du statut particulier de la ville de Dakar, en faisant même référence à certaines villes africaines, notamment Douala, Yaoundé, je crois, Abuja. On peut le considérer comme le ballon de sonde du pouvoir. Bon, moi-même, dans un papier, j'ai eu à l'égratigner un peu en disant est-ce que Cheikh Diallo n'est pas le conseiller officiel du président Macky Sall? Parce que chaque fois qu'il émet des idées, on a l'impression que le président Macky Sall se hâte, en tout cas, de s'en approprier. Aujourd'hui, le même problème est posé par Aminata Mbengue Ndiaye. Est-ce que cela va être discuté au niveau du dialogue politique? Ça va être un point de discussion. Mais moi, ma position par rapport à ça, c'est que ce serait encore une régression démocratique. Parce qu'il n'est pas admissible qu'une ville comme Dakar, qu'on puisse quand même les dessaisir d'une certaine légitimité populaire. Parce que vouloir nommer l'administrateur de la ville de Dakar par décret, ça revient tout simplement à nier le suffrage des électeurs de Dakar. Or, les villes que Mme Aminata Mbengue Ndiaye a prises comme référence, Douala, Yaoundé, mais ce que Aminata Mbengue Ndiaye ne sait pas, c'est que c'est-à-dire ces villes-là n'ont plus de délégués gouvernementaux parce qu'on avait institué 14 délégués gouvernementaux au sein de certaines régions. Mais la dernière élection a consacré la fin même de ces délégués gouvernementaux parce qu'ils ont dit que c'était un goulot d'étranglement par rapport à la décentralisation locale. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Douala et Yaoundé vont revenir à leur statut ancien comme étant vraiment des villes qui auront bien sûr des maires. Pour le cas d'Abidjan et le cas de Yamoussoukro. Mais ça, c'est le contexte militaro-politique de 2001 et de 2002 qui avait fait de sorte que, en tout cas, ce qui était à l'époque là-bas, que ça soit, je crois que c'était avec Gbagbo, qu'on a érigé comme étant des districts où il fallait nécessairement nommer des gouverneurs. Mais il est question de plus en plus de revenir à l'ancien statut, d'autant plus que la stabilité est revenue, parce qu'ils ont constaté que pratiquement il n'y a pas eu beaucoup d'avancées depuis qu'on a érigé Yamoussoukro et Abidjan en district. Ce qui veut dire que donc, la comparaison, en tout cas, n'est pas du tout sincère. Mais je crois qu'il va falloir quand même que nous, nos chefs d'État, sachent quels sont leurs domaines de compétences. Parce qu'un chef d'État, même s'il perd la mairie de la capitale, je crois qu'il doit jouer franc jeu. Mais ici, on a l'impression que chaque fois qu'on n'a pas une emprise sur la capitale, c'est-à-dire on ne doit pas laisser le maire, même s'il est de l'opposition, à travailler en paix. De 1964 à 1984, il y avait ce qu'on appelait les gouverneurs, maires, administrateurs à l'époque. Parce que, pourquoi Senghor l'avait fait? C'était compte tenu de la spéculation foncière. Senghor ne voulait pas que les maires quand même puissent s'approprier certains, en tout cas, domaines fonciers et en tout cas les bazarder par-ci par-là. C'est la raison pour laquelle, de 1964 à 1984, on avait érigé les gouverneurs administrateurs. Mais qu'est-ce que l'on a vu par la suite? Des gouverneurs qui se sont sentis hyper puissants au point qu'on a été obligé à partir de 1984 de revenir encore à l'ancienne situation. Mais il ne faut pas quand même qu'Aminata Mbengue Ndiaye nous fasse revenir quand même presque 30 ans, 20 ans en arrière aussi. Je crois que le Sénégal a complètement avancé. Et si vous lisez même le préambule du Code des collectivités territoriales, on a dit qu'on est dans un processus de décentralisation irréversible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'avance pas, on ne peut pas du tout reculer. C'est la raison pour laquelle moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Aminata Mbengue Ndiaye veut porter ce projet-là estampillé peut-être Macky Sall, même si au niveau de la majorité, les gens refusent en tout cas la paternité de l'idée, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Aminata Mbengue Ndiaye certainement en a discuté avec le maître des lieux. En tout cas, en Lougatoise Bontin, elle aurait pu peut-être proposer un statut spécial pour sa localité de Louga, dont elle fut plusieurs fois mairesse. Mais fort heureusement, Ndiaye, au-delà de l'opposition, au-delà de la société civile, aujourd'hui, de hauts responsables du parti au pouvoir et de la coalition au pouvoir ruent justement dans les brancards par rapport à cette proposition. Je pense que tous les hommes et les femmes épris de justice et d'équité ne pourraient accepter un tel recul démocratique. Je crois que c'est même une insulte à la conscience des Sénégalais. Vous savez, on a commencé à élire le maire de Dakar avant l'indépendance. 1887, le premier maire de Dakar a été élu. Le 9 décembre 1887, il s'appelait André Jean. Aujourd'hui, plus de 100 ans après qu'on revienne nous parler de nomination du maire de Dakar, je crois que c'est une insulte aux Sénégalais. Deuxième chose, ça devait venir de tout le monde, sauf de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, pour beaucoup de raisons. Parce que le PS a marqué son empreinte dans le processus de la décentralisation au Sénégal.
les Thierno Birahim Ndao, les Mbaye Jacques Diop, les Mamadou Diop, aujourd'hui les Dabi Diagne, ils ont été les porteurs de ce combat pour la libre administration des collectivités locales, aujourd'hui collectivités territoriales. Ça a été une conquête de longue haleine menée par ces brillants hommes de la décentralisation que je viens de citer. Ils étaient tous du PS. Aujourd'hui, qu'une femme issue des rangs du PS fasse une proposition de ce genre constitue même une insulte à la mémoire du Parti socialiste qui a fait un travail excellent dans le processus de décentralisation au Sénégal. Le principe de la libre administration de nos collectivités territoriales est consacré par la Constitution à travers son article 102. Donc, aller vers la nomination des maires, de certains maires ou d'un statut spécial pour Dakar constitue une violation à la Constitution qui dit à son article 102 que les collectivités territoriales s'administrent librement par des assemblées élues. Mais là, on fausse le principe de cette libre administration des collectivités territoriales du point de vue juridique. L'autre aspect, un maire doit avoir une légitimité. Vous voyez un peu tout ce qui tourne autour de la nomination au niveau des fonctions de direction de sociétés publiques ou parapubliques. Vous voyez les rapports de la Cour des comptes. D'abord, leur nomination est basée sur un clientélisme politique. Ça veut dire que le maire qu'on va nommer va être nommé sur la base d'un clientélisme politique parce qu'il est de mon bord, je le nomme maire. Donc, clientélisme politique. Ensuite, il pourra être dans l'impunité et la permissivité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on constate. Les rapports de la Cour des comptes n'ont pas fait l'objet de suite. On confie 67 milliards, parce que c'est ça le budget de Dakar, à un maire nommé qui pourrait, en dehors de toute possibilité de sanctions, faire ce qu'il veut et être instrumentalisé pour servir. Dans tout cela même. Mais justement pour servir les intérêts de son parti, par exemple. Autre problème. Pourquoi Dakar et non les autres régions et les autres collectivités territoriales? Ça veut dire que ça pourrait créer une brèche très dangereuse pour la stabilité de notre pays, pour notre intégrité territoriale, pour notre République. Aujourd'hui, si vous donnez un statut spécial à Dakar, les collectivités territoriales de Ziguinchor peuvent demander un statut spécial. Vous savez, quand on ouvrait la brèche de Saint-Louis, c'était une toute petite brèche. Aujourd'hui, ça fait des kilomètres. Donc, ouvrons une brèche sur ces questions d'intégrité territoriale et ça pourrait mener à des dérives catastrophiques. Mais si le maire ne s'entend pas avec le président de la République, ça n'empêche pas que chacun accomplisse sa mission. Parce que les frontières sont bien définies entre le maire et le premier magistrat de ce pays. Le code général des collectivités territoriales est clair sur les compétences et du maire de la ville, du maire des communes et du président des départements quand il s'agit de départements. Et ça n'a rien à voir avec le président de la République. Encore que le président de la République, il est le chef de l'État. Il n'a pas de frontières dans son propre pays. Il ne connaît pas de frontières de collectivité territoriale quand il veut intervenir. Pour ceux qui disent que, ça crée des conflits entre le maire et le président de la République au point que le président n'investisse pas dans la capitale. Mais c'est un argument fallacieux. Pourquoi? Parce que si le président de la République veut intervenir à Dakar, personne ne peut lui empêcher d'intervenir à Dakar. Soyons sérieux. Alors, mais pour autant, on doit regarder quand même comment réformer la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, y compris Dakar. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les collectivités territoriales aussi investissent beaucoup, mettent beaucoup d'argent dans le fonctionnement seulement. Des recrutements à n'en plus finir et n'investissent pas comme il se doit. Quand on a un budget de 67 milliards, par exemple, on devrait pouvoir sentir des investissements réels dans la capitale et dans toutes les autres villes où il y a de l'argent. On ne doit pas utiliser l'argent des collectivités territoriales aussi comme un moyen de promotion de sa propre politique. Politique, je veux dire politique partisane. C'est pourquoi ce qu'il faudrait faire, et je comprends en partie ce qui part de cette réforme, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire on va réformer la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, le régime des collectivités territoriales, de sorte que
on encourage plus l'investissement que le fonctionnement, de sorte à encadrer les recrutements de personnel pléthorique que nous constatons dans les collectivités territoriales, dans toutes les 557 collectivités territoriales du Sénégal. Et il ne faut pas maintenant vouloir régler un problème d'aujourd'hui en hypothéquant l'avenir de millions et de générations et des générations qui vont venir. Donc, ma conclusion sur cette question est que cette réforme, elle est nulle, cette réforme, elle est rétrograde et ça ne devrait pas venir de Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent sur la pertinence et l'utilité même de son institution. Une institution qui nous coûte 10 milliards par an. En 5 ans, ça fait 50 milliards. 50 milliards pouvaient construire combien d'hôpitaux, combien d'écoles, pouvaient régler combien de problèmes soulevés par les enseignants, par les médecins, etc. 50 milliards, on les laisse, c'est comme le Conseil économique, social et environnemental. On laisse ça entre les mains d'une poignée de Sénégalais au détriment de 16 millions de Sénégalais. Pendant ce temps, là où on se demande quelle est l'utilité et l'intérêt de cette institution, vous faites des propositions de ce genre. Ça pose problème. Aujourd'hui, les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils retiendront de cette institution qu'est le Haut Conseil des collectivités territoriales? Que cette institution-là qui a proposé un recul démocratique de notre démocratie locale, le recul de notre démocratie locale en proposant la nomination du maire de Dakar. Très bien. C'est quand même scandaleux. Alors, vous terminez par quoi, Seydi Sadio? Moi, je termine en disant que le dépouillement de la ville de Dakar, c'est venu depuis l'acte 3 de la décentralisation. Parce que je veux dire que c'est à l'époque où le maire qui pouvait disposer d'un ensemble de pouvoirs financiers, finalement, il a été dessaisi de l'ensemble de ces pouvoirs-là. Et cela avait amené Khalifa Sall à vouloir lever sur le marché financier de l'UEMOA 20 milliards. Vous voyez ce qui est arrivé par la suite. Il y a eu un avis de non-objection et finalement, le ministre a tout simplement opposé son veto par rapport à ces 20 milliards-là. Donc, je crois que Moundiaye parlait de réforme. Je crois qu'il va falloir même revisiter l'acte 3 de la décentralisation. Parce que je crois que l'acte 3 de la décentralisation, on avait l'impression qu'on visait plus le maire de Dakar plutôt que le bonheur des collectivités locales. Donc, il va falloir nécessairement revenir sur cet acte 3 de la décentralisation, redéfinir aussi, bien sûr, les prérogatives du maire de Dakar. Parce que je crois que si le maire de la ville de Dakar n'a pas les moyens financiers qu'il faut, chaque fois, il sera sous la coupe du président. Et c'est la raison pour laquelle